Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de la Guilde. Aujourd'hui, on va parler de vision du Quality Engineering et comment essayer de mettre en place une démarche de Quality Engineering. Et pour parler de ça, je trouvais qu'il n'y avait rien de mieux que de discuter avec Antoine Krasque, qui a notamment mis en place la communauté QUnit et qui a sorti beaucoup d'articles. On a fait aussi pas mal de conférences avec Antoine sur ce sujet-là et lui, il en a fait encore plein d'autres dans toute l'Europe. Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci Jean-François aussi pour l'invitation. Oui, j'ai un parcours on va dire, développeur à CTO. Je pense que c'est aussi ça qui m'a amené sur l'approche systémique et le quality engineering. Voilà, donc j'ai fait du software, data engineering, front, etc. Je fais de la direction de projet, gestion d'équipe, DSI, de la direction de programme et de l'architecture. Voilà, donc j'ai un peu touché à des périmètres différents d'infrastructure, software engineering, des sujets plutôt produits ou business. Voilà, donc j'ai l'expérience de CTO dans retail, e-commerce, manufacturing, wholesale, et plus récemment dans une marketplace dans le domaine du job tech, donc tout ce qui est ressources humaines. Et si je dis pas de bêtises, tu es aussi l'un des cofondateurs de Cerberus, pour ceux qui connaissent Oui, l'outil. Voilà. effectivement, Cerberus Testing, donc effectivement, Tu fais tellement ouais. de choses que c'est difficile de en oublier. Oui, voilà, donc oui. Parfait. Bon, aujourd'hui, on va essayer de parler donc de Quality Engineering. Dans cette Mhm. premier épisode, aujourd'hui, on va essayer de voir comment, quelle est ta définition et c'est quoi ta vision systémique de cette approche et est-ce que ça diffère un peu euh, de la Quality Assurance. Et par la suite, dans les autres épisodes, on verra les étapes vraiment pour mettre cette démarche en place. Mhm. Je n'en dis pas plus, on verra ça par la suite. Donc, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Pour toi, c'est quoi ta définition et ta vision du quality engineering en quelques mots? Alors en quelques mots, ouais, c'est pas évident, mais je dirais qu'effectivement, c'est réussir à développer les capacités de production logicielle en intégrant la qualité de bout en bout. Donc voilà, donc ça va bien plus loin qu'effectivement des activités de test, de seul développement. On remonte jusqu'aux activités amont et aval. Euh, et on prend effectivement, par exemple, pour faire un parallèle par rapport à des démarches des fois qu'on mentionne d'agile, je pense que beaucoup de personnes ont en tête les processus. Voilà, on fait un Scrum, on fait un Kanban, etc. Euh, Moins de personnes ont en tête les changements de paradigme au niveau, on va dire, de principes, de valeurs, etc. Je pense que les gens les perdent de vue parce qu'ils se focalisent sur l'aspect outil, processus. Et je pense qu'il y a un parallèle un peu similaire sur l'approche quality engineering. Donc il y a, ça embrasse à la fois le management, l'organisation, les compétences et bien sûr les processus et les technologies pour pouvoir justement délivrer donc du software avec de la qualité et de la vitesse et de l'efficience. Je pense que c'est vraiment les trois piliers du quality engineering. Souvent, le thème qu'on utilise, qu'on aime bien utiliser tous les deux à la place de quality engineering, c'est de dire que c'est du quality at speed et Mhm. que en fait, on part du principe et du postulat que la qualité sous-tend la vitesse. Si on fait tout Ouais. bien, on va faire mieux et plus rapidement que les autres. Ouais, effectivement, ouais, effectivement, il y a un changement on va dire pas de philosophie, mais d'ordre. C'est vrai qu'on a un peu trop tendance à se dire, bah, pour aller vite, je vais aller vite, mais en fait, pour aller vite, faut faire mieux. Voilà. Donc après, je pense qu'il faut aussi bien noter quand on dit quality at speed, bah, le quality est vachement subjectif en fonction du contexte. Donc effectivement, il faut le définir, l'aligner. Et je pense que c'est important quand même d'isoler l'efficience, la notion d'efficience, de coût et d'optimisation, qui parfois est pas forcément intégrée dans la qualité, mais qui est néanmoins prédominante dans l'approche quality engineering. Tout ça couplé avec la valeur perçue.
Parce que le but, c'est de faire quelque chose qualitatif qui va vite en production et qui apporte de la valeur à la fois à l'utilisateur final, mais aussi au business du produit généré. Mm. C'est vraiment un cercle vertueux. Et c'est voilà. Si on va vite et qu'il n'y a pas de bug, mais qu'on a juste changé une virgule dans un texte, Ouais. on est allé vite. Quelle valeur on a apporté vraiment? C'est là que l'exercice devient plus compliqué. C'est Mm. ces trois piliers-là en même temps, c'est vraiment un exercice de style qui est compliqué. Surtout que nous, on a vu des systèmes qui sont des écosystèmes d'applications, qui ne sont pas Mm. juste Mm. une application, c'est pas du CRUD, c'est Ouais. vraiment quelque chose, 10, 15, 30 systèmes qui peuvent communiquer les uns avec les autres, dans lesquels il faut délivrer rapidement. Et là, ça devient des Mm. vrais challenges technologiques, humains, organisationnels, qui sont pas évidents à mettre en place. Et c'est ce qu'on va essayer de voir tout au long de ces épisodes-là. Mais du coup, on a cette vision bout en bout qui est intéressante. Souvent, quand on va parler qualité, on va se focaliser sur la QA, Mm. juste pour pas être là, alors que c'est l'un des éléments de la qualité. Mhm. C'est toi, quelle est ta vision là-dedans pour essayer de bien construire une application pour qu'elle aille plus rapidement en production, sans dire bah la qualité c'est les QA seulement. Effectivement, bah, il y a effectivement deux chemins qui se rejoignent. Je pense que beaucoup de gens, quand ils parlent de QA, font ou ont en tête, en fait, du quality control. Et donc, ils ont une démarche de QA versus développement, test a posteriori du développement, responsabilité du go no go séparé. Et donc ça a tendance à rendre les processus relativement rigides, lents, et du coup avec une perte de valeur, bah, pour l'entreprise et pour les clients. Néanmoins, les démarches QA avancées vont tendre vers une composante intégrante du quality engineering. Donc c'est effectivement, bah, une vision partagée de la qualité, des processus qualité, bah, intégrés tout au long de la chaîne de développement, qui seront soit portés effectivement par des gens qui étaient dans un département QA qui est d'ailleurs souvent renommé, ou bah, des équipes de développement, des PO, etc. Donc ces activités sont, on va dire, déléguées toute la chaîne pour pouvoir être assurées de bout en bout. Donc ça, je pense, c'est vraiment une première. Bah, effectivement, en élément de réponse, bah, un QA quality control n'est pas intégré, donc enfin, en tout cas n'est pas au niveau de maturité de quality engineering. Une QA développée, intégrée en transverse, partagée par les parties prenantes, est nécessaire à une démarche quality engineering. Ce qui manquera en ayant juste, on va dire, une démarche portée par la QA, bah, c'est l'aspect amont et aval. Voilà, on parle souvent de shift left, shift right. Mais faut remonter bien plus haut sur bah, la planification des activités avec le CTO, le CPO, etc. Et ça, c'est normalement pas porté sur un département QA. Et donc c'est là qu'il faut, pour avoir une démarche quality engineering plus intégrée et transverse. C'est un peu ce qu'on a appelé le shift up. Voilà, par exemple, c'est le complément qui manque. C'est le complément qui manque. Si on les embarque pas, ça va être compliqué. Oui, donc c'est vraiment beaucoup plus global pour pouvoir mieux délivrer. Je pense que ce que tu disais, toi, c'était il faut que ça soit global et qu'on construise mieux pour pouvoir mieux délivrer le build better, build faster. Si je dis Mhm. pas de bêtises, pour avoir cette approche systémique. Mhm. Moi, je vois ça comme un peu comme un engrenage. Si on bouge quelque chose, on est obligé de bouger le reste, sinon ça va bloquer. Et il faut mettre voilà, du liant, de l'huile pour que ça passe. Et Mhm. c'est pas évident parce que ça veut dire transformer plusieurs pans de l'entreprise et de l'organisation en même temps, voire de l'architecture logicielle dans certains cas. Et c'est pas si évident que ça. Donc, si je résume, c'est le quality engineering. Non, ce n'est pas que de la QA, ce n'est pas que de l'automatisation des tests. C'est l'ensemble des parties prenantes, en Mhm. commençant par le CTO, les VP engineering, parce que c'est eux qui vont donner aussi la vision où ils veulent Mhm. aller. Et donc, ça implique toute la gestion du produit, les product owners, les DevOps, les développeurs, les tech leads et bien sûr les QA. Mhm. J'oublie certainement d'autres éléments de la tech, mais ça va dépendre, voilà, des fois des UX designers, tout le monde doit Mhm. être pris dedans parce que s'il y a un élément qui va moins vite que les autres, bah, c'est lui qui va ralentir toute la chaîne de production logicielle. Mhm. Ouais, effectivement, bah, ouais, effectivement,
le point des parties prenantes, c'est effectivement un des piliers de la démarche. Pour moi, en tout cas, ma conviction, c'est pour les démarches quality engineering, ça repose fortement sur les approches orientées système ou system thinking en anglais. Et donc, cette approche se base sur deux grands axes. Un premier qui est de pouvoir mesurer la performance du système et sur quels axes on veut l'améliorer. Et ça doit effectivement être porté plutôt par les niveaux CTO, CPO, VP ou en tout cas sponsorisés, qui disent, bah, moi, je veux améliorer le lead time, l'efficience, le NPN client. Enfin, il faut qu'ils nous disent où est-ce qu'ils veulent, enfin, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer. Ensuite, sur quel périmètre. Voilà, on le disait, il y a des patrimoines applicatifs qui sont très larges. Bah, tous les ans, on peut pas tout adresser. Donc, il faut choisir où est-ce qu'on veut améliorer et pourquoi. Donc ça, c'est vraiment le premier axe performance. Et le deuxième axe, bah, c'est comprendre les interrelations dans le système. On verra par la suite en détail comment. Et c'est effectivement comprendre les interactions, les effets de cause à effet, et mettre en place des solutions pérennes qui augmentent la qualité dans les capacités de production. Ça me paraît clair. Mais si je suis un gestionnaire de produits, un VP Engineering ou un CTO, à quel moment je dois me poser cette question de mettre en place cette démarche de Quality Engineering? Alors normalement, il y aura plusieurs facteurs qui vont se cumuler. Donc un premier, c'est que il y aura des indicateurs qui seront en peine. Donc lead time, souvent on voit ce qui est plutôt relié à la vitesse plus facilement, mais donc lead time, des rollbacks fréquents, etc. La deuxième composante, c'est on a essayé plusieurs techniques, mais soit ça n'a pas marché, soit le problème revient sous une autre forme. Donc on n'arrive pas à aller traiter les sujets de fond. Et parfois vient s'ajouter une troisième composante, c'est il y a eu une crise. Donc certains acteurs agissent avant ça, mais il y a une crise. Bon, un projet majeur est décalé d'un an, un projet majeur va en production, c'est une catastrophe, etc. Et c'est souvent ces cette accumulation de deux, trois facteurs qui fait prendre conscience qu'il faut avoir une démarche plus intégrée et aller plus au fond des sujets, donc sans pour autant faire un audit pendant un an, mais il faut avoir une démarche un peu différente pour pouvoir craquer le fond des problèmes. Ouais. Ce qu'on a vu aussi, nous, c'est des fois des projets qui n'arrivent plus à délivrer de la haute valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'ils sont plus que dans le run à mettre des pansements un peu partout, mais qu'ils ont du mal à dire, bah là, faut qu'on atteigne ça, mais en fait, ils repoussent tout le temps parce que ils sont pris dans l'urgence et parce qu'ils ont des problèmes de fond qu'ils n'ont pas encore réglés globalement. Oui, puis ils ont eu un peu les traverses, donc ça c'est un des patterns de l'approche systémique, c'est les negative feedback loops. Globalement, on parlait tout à l'heure de build better, build faster. Les gens qui n'ont pas cette approche, qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient la qualité pour la vitesse. Donc à court terme, ils pensent aller plus vite. Effet indirect à moyen long terme, la dette technique s'accumule. Effet indirect en moyen long terme, on a encore moins de temps pour s'améliorer. Et donc du coup, on fait que ralentir, accumuler de la dette qui nous fait en pâtir et difficile de sortir de cette situation. C'est ça. Dans l'idéal, le mieux, c'est de le penser dès le début ou le plus tôt possible. Dans la réalité des faits, c'est qu'on le fait quand ça commence à être complexe et ça implique quand même une structuration qui n'est pas évidente. Et c'est pour ça que, notamment, tu as une démarche qui est intéressante pour euh, essayer d'accompagner les produits, les projets, les entreprises pour faciliter tout cela. Tu as d'ailleurs sorti un e-book pour les CTO et les VP Engineering pour les aider. Et dedans, notamment, tu parles de ton étape triple A. Non, ce n'est pas les notes pour avoir le droit d'être endetté. C'est une démarche, si je dis pas de bêtises, Assess, Architect, Accelerate. Est-ce que tu peux rapidement nous en dire deux mots? Parce que c'est des choses qu'on va développer dans les prochains épisodes. Ouais, effectivement, c'est une démarche en 3 temps qui est relativement standard dans des activités de conseil ou de diagnostic de problèmes, mais c'est globalement assess, comprendre les problématiques, mesurer la performance pour savoir où sont les écarts. Architecte, c'est trouver, designer des solutions pérennes face aux problèmes identifiés. Et puis accelerate, c'est avoir une démarche incrémentale, pilotée par la valeur et les métriques qu'on cherche à atteindre, avec une notion assez forte, donc, quand j'utilisais les anglicismes, et de time box, donc travailler par incrément court où la création de valeur a une date contrainte par incrément et forcée, pour justement que les gens évitent de vouloir faire trop bien, de l'excellence, mais qui fait que ça retarde la création de valeur.
Et effectivement, donc cette démarche triple A ensuite s'appuie sur 2 assets sur Mamos pour cadrer la démarche et accélérer le processus et éviter d'avoir une approche ad hoc à chaque fois. C'est justement ce qu'on va développer au prochain épisode sur comment faire cet assessment, si je le dis en français, c'est comment on va cartographier en fait les pratiques, les compétences, les usages, les outillages. On va vraiment en parler dans le prochain épisode. Je te remercie Antoine pour ce premier épisode. Et vous, je vous dis, restez avec nous pour ce deuxième épisode où on parlera d'assessment et de cartographie de la chaîne de production logicielle. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.